Écoutez, merci d'être là. Donc, c'est le séminaire Usage et ambiance pour habiter. C'est la 55e séance depuis 2012. Donc, je suis très content de vous accueillir avec, là, tout au long de l'année 2021, mais on avait commencé un petit peu avant, en 2020, une série d'interventions et de communications autour de la thématique de prendre soin. On a appelé ça comme ça, pour ne pas utiliser le terme anglo-saxon dans un premier temps, mais on a parlé beaucoup de care, bien sûr. Et ça nous a conduit à écouter des étudiants qui avaient fait des travaux de mémoire sur des questions d'hospitalité, d'espace d'accueil pour des toxicomanes, de la question de l'autisme et des musées, par exemple. Nous avons écouté Barbara Beck, qui est venue nous parler de la couleur et de la santé. Nous avons aussi reçu Donato Severo, qui est venu nous parler de l'architecture des hôpitaux psychiatriques. Et puis nous avons reçu à la rentrée Sandra Logier, qui est venue nous parler du CARE. Et la fois dernière, nous avions une discussion qui était menée par Aurélien Fouillet, philosophe, et Manolita Filippi, historienne de l'art, autour de la notion de CARE. Et donc, je suis très heureux de vous accueillir. Donc, Marie Coirier, Karine Delanoë. Alors, je vais commencer par Karine Delanoë, Madame la directrice du LABA, le laboratoire d'accueil et d'hospitalité du GHU Sainte-Anne. Vous allez peut-être nous expliquer un peu ce qu'est ce laboratoire, mais qui nous intéresse beaucoup ici à Camondo, parce qu'effectivement, vous avez une expérience et une expertise en matière de design appliqué au domaine de la santé, et entre autres au domaine de l'hôpital. Et puis, Marie Coirier, designer, directrice adjointe du même là-bas. Et toutes les deux, vous menez tambour battant cet organisme, cette institution, au sein d'une grande institution médicale, et où vous êtes amené à penser les espaces, les dispositifs, pour améliorer les conditions d'habitabilité de l'hôpital, et entre autres d'un hôpital psychiatrique, en tout cas d'un groupe hospitalier consacré à la psychiatrie, ce qui n'est pas rien. Et vous nous proposez ce soir, et on vous en remercie infiniment, une intervention intitulée « Quand l'hospitalité devient une ressource pour s'en affranchir », et plus particulièrement le cas de la conception d'un espace d'apaisement dans une unité de soins intensifs en psychiatrie. Marie, Karine, je vous laisse la parole. Merci Alexis pour cette introduction. Donc, je vais commencer par présenter très brièvement le LABA, qui est donc le laboratoire de l'accueil et de l'hospitalité des hôpitaux psychiatriques de Paris, qui s'appelle le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, groupement hospitalier universitaire de Paris, donc Psy et Neurosciences. Nous sommes donc un laboratoire d'expérimentation intégré à un hôpital, donc nous sommes hospitalières. Et donc on a la particularité dans ce LABA d'avoir marié les compétences du design et du développement culturel. Et notre raison d'être, c'est de concevoir et de produire et de développer in situ des expérimentations autour de l'accueil et de l'hospitalité. Donc voilà, le GHU Paris, c'est un groupement hospitalier qui couvre une partie du territoire, une grande partie du territoire parisien en matière de santé mentale, avec un hôpital de neurosciences sur le site de Sainte-Anne. Et la psychiatrie, voilà, ce qui est notable, c'est la prévalence de l'ambulatoire, donc de la prise en charge en ville. Donc l'équipe du LABA, elle se compose de 6 personnes, donc 5 personnes permanentes, Karine et moi-même, Anne-Lise et Benjamin qui sont designers et chefs de projet, et Karine, une autre Karine, qui est coordinatrice des projets. Et on a également Gaspard Bouallier qui est doctorant en histoire. Nos 2 axes de travail principaux sont l'amélioration de la vie quotidienne, donc faciliter la vie quotidienne dans les services de soins pour les patients et leurs proches, et également pour les professionnels, donc à travers un certain nombre de thématiques. Et enfin, proposer des ressources de soins pour aider à désamorcer des situations de crise, et donc tenter d'éviter le recours à la mise à l'isolement et à la contention. Donc comment travailler sur la modulation de l'anxiété des patients. Nos ressources pour y parvenir, c'est d'abord de travailler pleinement à l'intérieur, comme on a la chance d'être intégré. Donc c'est à travers ce qu'on appelle les immersions et les études d'usage,
Donc c'est beaucoup d'observations, d'observations participantes, hein, où on est partie prenante de ce qui se passe à ce moment-là dans les services, donc encore une fois adultes et enfants, hospitalisation ou ambulatoire. On mène du coup beaucoup d'entretiens individuels ou collectifs. Ce qu'on appelle les ateliers participatifs, c'est comment réussir à travailler avec des personnes qui sont très éloignées des ateliers créatifs au sens où on l'entend en art et en design. Donc mettre la main à la pâte, travailler sur plan, sur maquette, dessiner des scénarios. Donc tout l'enjeu pour nous réside à réussir à aménager des espaces de participation pour des personnes qui sont éloignées des processus créatifs et qui par ailleurs ont peu l'habitude d'être sollicitées en amont des projets, donc ont peu l'habitude aussi d'être sollicitées de manière générale et donc voilà, tout ça fait que ça demande vraiment beaucoup d'efforts pour ménager un espace et faire en sorte que tout le monde se sente à sa place légitime, que tout ça ait du sens. Les expérimentations in situ, alors encore une fois, ça paraît très banal hein, du point de vue de l'architecture et du design parce qu'on expérimente, on fait des maquettes, etc. Sauf que rendu dans l'environnement assez riscophobe de l'hôpital, c'est pas simple de déployer des expérimentations. Voilà, là encore, on aménage vraiment à chaque fois de manière sur mesure en fonction du site et du projet sur lequel on travaille, la possibilité de tester dans de bonnes conditions. En aménageant une place pour les parties prenantes, donc professionnels, proches, patients, pour qu'ils puissent participer pleinement de l'expérimentation et de son évaluation. Tout ça dans des bonnes constitutions de sécurité, d'hygiène, etc. Voilà, compatible avec les environnements dans lesquels on évolue. Et enfin, le recours à la création. Là, toujours, ça paraît d'une grande banalité, mais dans l'environnement de l'hôpital et plus généralement dans un environnement institutionnel, le fait de défendre le recours à l'art et au design, la qualité esthétique des espaces, l'importance de considérer la qualité esthétique de tout ce qu'on conçoit, ça demande vraiment de ne pas lâcher le morceau parce qu'on est vite rattrapé par des contraintes, l'hygiène, la sécurité, l'économie, l'organisation, qui font qu'on rogne très très vite en fait sur ces aspects fondamentaux de la conception des projets. Donc nous, toute notre bataille, c'est de montrer combien en fait c'est partie prenante de la qualité d'être dans ces espaces, que c'est vecteur de dignité, de soutien aussi à la vie professionnelle, au travail des professionnels. Donc que finalement toutes les formes qu'on déploie en fait jouent un rôle après dans le bien-être dans les espaces de soins, le bien-être au travail. Et que ça ouvre les imaginaires et que tout ça, en fait, c'est très fertile et pas gratuit et pas futile et très important. Donc voilà, notre job, c'est vraiment de donner de l'importance à cette dimension de la création. Donc je vais passer la parole à Karine qui va nous présenter un projet passionnant, espace d'apaisement à l'unité de soins intensifs d'un secteur du 20e arrondissement de Paris. Merci Marie. Donc, on a souhaité vous présenter aujourd'hui cette recherche projet en design qui a consisté au départ à transformer une chambre d'isolement en espace d'apaisement dans une unité de soins intensifs du GHU Paris et en collaboration avec les designers du LABA et l'ensemble de l'équipe médico-soignante du secteur sous l'égide de la chef de pôle, le docteur Catherine Boiteux. Et en fait, ce qu'on veut développer aujourd'hui à travers cet exemple, c'est l'idée selon laquelle une éthique de l'hospitalité dans ce milieu spécifique du soin, et du soin en psychiatrie notamment, réside avant tout dans l'obligation qui est faite à l'institution, obligation au sens moral du terme, de permettre aux individus de s'en affranchir. Et les enjeux de cette production nous ont conduit, et ça a été le fil rouge après du projet, à investir la théorie de l'action telle qu'elle est développée par Paul Ricoeur comme une extension de l'homme souffrant à l'homme agissant, ce que nous allons pouvoir vous présenter un peu plus tard. Et peut-être souligner aussi dans cette introduction que cette démarche a été rapidement confrontée à la logique prédominante dans le champ scientifique de la santé. Et ça, c'est une question, pour le coup, qui est assez permanente dans notre volonté de développer la recherche au LABA.
sachant que la culture scientifique de l'hôpital amène l'hôpital à considérer des preuves très très objectivées, ce qui n'est pas toujours évident dans notre travail de pouvoir objectiver la corrélation directe entre l'état de santé des personnes et les choix de conception et d'aménagement que nous pouvons faire. Donc voilà, et ça c'est avec ce projet-là qu'on se trouve à essayer d'articuler finalement les deux dimensions, les deux approches très qualitatives et sensibles d'un côté et très scientifiques et objectivantes de l'autre. Donc, peut-être vous donner le contexte de ce projet. Premièrement, donc là on voit sur le plan, c'est une unité, c'est une petite unité, c'est une unité de 10 lits. Les unités d'accueil ordinaires sont plutôt entre 20 et 30 lits. Donc c'est bien que ce soit que 10 lits. Et il y a 2 chambres d'isolement. L'unité accueille des personnes dites en crise aiguë pour un laps de temps qui varie entre 1 semaine et 1 mois selon la gravité des crises et des pathologies. Et donc l'équipe s'est tournée vers le LABA avec le souhait de reconvertir une des chambres d'isolement en espace d'apaisement. Donc c'est bien un projet de service pour lequel on a été sollicité. Ça n'a pas été une idée du LABA, tiens, si on faisait un espace d'apaisement, ce serait chouette. Peut-être vous dire un mot aussi sur le type de patients qui sont hospitalisés. C'est des patients qui sont très désorganisés sur le plan psychique. Le docteur Boiteux donc nous a dit que leur rapport au temps, à l'espace et aux autres est en friche. Donc comme c'est aussi, on va dire, les abscisses ordonnées de la conception et de tout ce qui est de la perception, ça pose quand même question. Donc des perceptions altérées, ils sont dans une hyperstimulation désorganisée de leur sens et de leur pensée. Ils ont du mal à se poser, entre guillemets. Quand ils arrivent dans ce service, ils sont dans un moment d'explosion psychique et parfois physique. Beaucoup de patients sont très jeunes. C'est un service qui accueille vraiment beaucoup de jeunes patients plutôt masculins, de jeunes hommes, et qui présentent une comorbidité d'addiction. Donc les toxiques aggravent considérablement les états de désorganisation psychique et il se trouve que c'est au bout de la rue d'Avron, à la porte de Montreuil, et comme chacun sait, c'est une plateforme de drogue, de revente de drogue. Donc on voit sur cette photo, j'ai posé, n'est-ce pas? Donc, on me voit dans la chambre d'isolement, donc c'est pour vous montrer quand même l'image de l'espace de départ. Donc cette chambre d'isolement, elle peut être utilisée par exemple le temps qu'un traitement médicamenteux fasse effet à l'arrivée d'un patient que l'équipe ne connaît pas, ou lorsque le patient est lui-même débordé en fait par ses émotions et par sa crise. Et ils envisagent, c'est vraiment la manière dont ils ont posé les choses, l'équipe envisage l'espace d'apaisement et la chambre d'isolement en fait dans un continuum de la prise en charge, avec l'objectif de réduire le plus possible le temps d'isolement en amont comme en aval. Voilà. Et penser ce continuum, c'était aussi pour nous comprendre cette expérience de la chambre d'isolement, qui est jugée actuellement par la majorité des usagers comme traumatisante. On va y revenir quand je vais sur la revue de littérature. Et l'espoir qui était mis dans ce nouvel espace, c'était qu'il puisse permettre une graduation de la prise en charge soignante des patients qui offrirait une alternative au recours à la chambre d'isolement pour l'équipe infirmière. Alors, donc la commande du service, oui, je peux regarder là, oui, enfin je l'ai là d'ailleurs, mais... Donc la commande du service, je viens de vous l'exposer, mais en fait leur problème c'était aussi qu'une de ces 2 chambres d'isolement était généralement occupée par un patient subsistant, c'est-à-dire un patient qui était adressé par d'autres hôpitaux ou d'autres services. Et les équipes n'aiment pas du tout en fait accueillir en chambre d'isolement dans des états de crise graves des patients qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne sont pas vraiment capables d'évaluer non plus la dangerosité ou les manières d'accompagner au mieux cette personne. Et donc ils ont jugé qu'ils n'avaient pas besoin de ces 2 chambres d'isolement et que c'était intéressant de pouvoir faire cette expérience.
En outre, quelques mois plus tard, donc il y a peu, il y a eu un nouvel article de loi, l'article 84, sur l'isolement en psychiatrie, qui a durci considérablement les conditions de mise en chambre d'isolement des usagers et puis le contrôle par la justice du respect des droits des patients à qui on ôte quand même la possibilité, la liberté de mouvement, ce qui est quand même toujours un véritable antagonisme avec la Constitution et les libertés individuelles. Donc c'est quand même une pratique qui est extrêmement surveillée. Et du coup, cette loi, elle a conforté et consolidé la motivation de l'équipe pour éviter tant que faire le recours à l'isolement. Donc l'espace d'apaisement est considéré par l'équipe comme un outil de soins visant à prévenir la crise chez les patients hospitalisés. Il s'agit de prévenir l'agitation en proposant un espace contenant pour les patients du service, pouvant accueillir des activités. La contenance à l'hôpital désigne une fonction psychique liée à la maîtrise et à l'élaboration de pulsions psychiques archaïques envahissantes. Elle est l'une des fonctions du moi-peau définie par Didier Anzieux en tant que limite sécurisante entre le moi et l'environnement. Donc c'est un concept qui est extrêmement important à l'hôpital et qui revient dans quasiment tous nos projets, cette dimension contenante. Voilà, donc cet espace serait proposé pour des patients qui arrivent dans le service, mais dont l'état d'agitation ne justifie pas la prescription d'isolement, sans pour autant que la chambre d'accueil ordinaire suffise à les contenir, au sens que je viens de définir. Voilà, c'est un espace aussi également investi pour moduler l'anxiété à des moments particulièrement critiques de la journée ou des séjours, tels que par exemple le passage du jour à la nuit. Avec Marie, on a fait plusieurs immersions la nuit dans différents services et on a quand même fait ce constat que c'était un moment toujours très difficile pour les patients, assez anxiogène. Et aussi donc retarder et éviter le recours à l'isolement, raccourcir sa durée grâce à un espace intermédiaire pour après l'isolement. Voilà. Donc peut-être on a commencé par faire une revue de littérature, si tu veux bien changer une revue de littérature exploratoire qui n'est pas une revue de littérature analytique, enfin absolue et totale. Donc c'est une revue de littérature qui a été faite dans l'idée quand même d'accompagner une opérationnalisation, donc un projet. Et ce qu'on a pu constater, parce que du coup on a fait une revue de littérature aussi bien sur la chambre d'isolement que sur l'espace d'apaisement. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait très peu d'études et très peu de travaux se sont intéressés au vécu et au ressenti des patients, des usagers dans les chambres d'isolement. Et que les études qui ont malgré tout été faites révèlent donc que ces expériences sont extrêmement négativement chargées d'affect, que plus de 80% des usagers ont un ressenti tout à fait négatif sur cette expérience, voire traumatisant. Alors que quand on interroge les soignants, la chambre d'isolement pour eux reste un dispositif qui aide le patient à prendre conscience de son état et à reprendre le contrôle de son agitation. Et pour les soignants, pour le moment, c'est quasiment pas envisageable de s'en passer, sauf dans quelques services pilotes, mais c'est pas du tout la norme. Donc, du coup, se pose la question de savoir quel espace du coup, cet espace incarne, la chambre d'isolement, vraiment la double possibilité de la rhétorique de l'hospitalité, c'est-à-dire vraiment entre hostilité et hospitalité. C'est conçu comme un espace, c'est en tout cas envisagé par les soignants comme un espace d'hospitalité et de contenance, et c'est vécu vraiment comme un espace d'hostilité. Voilà. Donc vous avez vu aussi dans la première image combien ces espaces sont vides, nus. Voilà. Donc en gros, tout le projet est parti de cette contradiction entre le vécu des usagers et les représentations et les utilisations des soignants. Et c'est toujours sur une contradiction qu'on peut finalement fonder une démarche de création. On a regardé aussi du côté des espaces d'apaisement. Il y en a très peu en France en termes de revues de littérature. Il y en a beaucoup plus à l'international. Donc ils appellent ça des sensory rooms en anglais. Et bon, pour faire court, les études
consolide, confirme le fait que ces espaces permettent un désamorçage des états d'agitation, une forme d'auto-soin par les usagers, de modulation de leur anxiété. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles montrent toutes que ce qui fait apaisement, ce qui est efficace finalement dans ces espaces, c'est la marge de manœuvre et d'autonomie qu'elles laissent aux patients dans le choix de les utiliser ou pas et de la manière dont ils les utilisent. Dernier point intéressant sur cette revue de littérature, c'est qu'en revanche, il n'y a absolument aucune considération intéressante sur les aménagements spatiaux, sur l'esthétique et même sur ce qu'il y a dans ces espaces. Il y a parfois des listes d'activités, genre trucs à massage, etc. Mais on n'a jamais de photos et on ne sait jamais comment ils ont conçu l'espace et ni à quoi ressemble l'espace et ni s'il y a eu un parti pris esthétique ou pas dans ces espaces. Donc ça veut dire quand même que la revue de littérature, elle démontre qu'il y a très peu de recherches qui s'intéressent à la corrélation, en tout cas dans ce sujet des espaces d'apaisement, entre la forme, l'esthétique et la santé et le soin. Du coup, la prochaine. Voilà, alors à partir de cette revue de littérature, on a problématisé la question à partir de la théorie de Paul Ricoeur, justement, du passage de l'homme souffrant à l'homme agissant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Paul Ricoeur dit que pour les êtres souffrants, le monde apparaît non plus comme habitable, mais comme dépeuplé. Donc évidemment, ça nous parle, puisque comme tu le disais Alexis tout à l'heure, notre job, c'est quand même d'améliorer l'habitabilité des espaces de soins. Donc, comme il s'agit bien du projet de design, on s'est vraiment reposé sur ce concept-là. Donc penser l'habitabilité du monde pour des êtres qui sont à l'acmé de leur souffrance, affectant la réflexivité, j'ouvre les guillemets, hein, la réflexivité, le langage, le rapport à soi, le rapport à autrui et le rapport au sens, c'est porter une attention particulière aux choses et au langage parmi lesquels les patients vont traverser cet enfer. Paul Ricoeur identifie une typologie du souffrir qui se règle sur celle de l'agir selon 4 niveaux d'efficience potentiellement féconds pour nos intentions liées à la conception de l'espace d'apaisement. Le premier niveau, c'est la parole ou le langage, l'impuissance à dire. Entre le vouloir dire et l'impuissance à dire s'élève la plainte comme un appel à l'aide. Donc la question qui se pose à nous, c'est comment restaurer la puissance de dire au sens de l'énonciation, d'une appropriation du langage. Deuxième dimension, c'est le faire, l'impuissance à faire dans la souffrance. Souffrir signifie endurer, être livré à l'autre, même dans la relation de soins. Donc comment restaurer la capacité d'agir au sens de restaurer les usages et les manières d'utiliser cet espace. Troisième dimension, le récit, les atteintes qui sont portées au récit de sa vie. Une vie, c'est d'abord pouvoir la raconter, c'est l'histoire de cette vie. Et la souffrance enferme dans l'instant, arrachée au présent, coupée de la dialectique entre mémoire et futur. Donc comment restaurer cette fonction du récit? Et la quatrième dimension, c'est la narration. La narration, c'est l'atteinte qui est portée à l'interconnexion avec la narration des autres. Donc ça touche aux repères dans le temps, dans l'espace et dans la culture, dans les mythologies. Donc comment peut-on aider à réinscrire le sujet souffrant dans les repères culturels, temporels et spatiaux de sa communauté? Et ceci nous a conduit à imaginer, à explorer des possibles selon une typologie de la contenance, du pouvoir d'agir, de la sensorialité et du langage. Et on a essayé de tenir toutes ces choses-là dans notre recherche. Donc la méthode, donc ce qui est mis en mouvement par ce projet, c'est à la fois le poiène et la praxis. Le poiène, c'est-à-dire c'est le faire, fabriquer un espace, et la pratique, c'est transformer les pratiques soignantes. Donc là aussi, on tient les deux bouts, toujours encore maintenant d'ailleurs. Comment on conçoit, on pense, on produit un espace, mais dans le même temps, le même rythme et le même pas que l'on interroge et que l'on repense des pratiques soignantes par les soignants. C'est pour ça que c'est une recherche-action avec les soignants et qu'on n'a pas pensé tout ça dans notre coin.
auquel on adjoindra la notion d'aesthésis, c'est-à-dire tout ce qui touche au sens et à la sensorialité, donc susciter et étudier les perceptions et les ressentis des utilisateurs dans l'espace d'apaisement, ce qui n'est jamais fait. Alors pour autant, ces différents éléments ne jouent pas le même rôle dans la dynamique de la recherche et du projet. Le faire, c'est le moteur du projet sur lequel s'appuie la production des connaissances. L'aesthésis, c'est le moyen par lequel sont attendues les transformations de l'expérience des usagers. Et la pratique soignante, c'est le mouvement de transformation observé et attendu par la recherche-action partagée avec l'équipe infirmière. Alors, voilà, on en est là. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on se dit, on va faire non pas un cahier des charges, mais un cahier d'intention. Que veut-on faire dans cet espace d'apaisement? Que veut-on expérimenter à partir de tout ce qu'on vient de développer? Donc, on a posé des hypothèses qui sont donc devenues des intentions. La première hypothèse, je passe sur les objets quotidiens parce que finalement, cette hypothèse-là, pour l'instant, on n'a pas réussi à l'incarner. Donc, je ne vais pas en parler. L'autre hypothèse, c'est des hypothèses de tout ce qui fait hospitalité dans cet espace, ou tout ce qui pourrait faire hospitalité dans cet espace. Donc, première dimension, c'est de conserver la porosité entre le dedans et le dehors comme un ancrage de l'hospitalité, c'est-à-dire ne pas faire de boîte fermée, de boîte noire. Nombreuses sont les initiatives créatrices qui remettent en cause cette dialectique du dedans et du dehors. Ce n'est pas une nouveauté, évidemment, mais c'est quand même, l'hôpital psychiatrique fonctionne quand même beaucoup à travers des limites très peu poreuses. Et donc, c'était pour nous une consigne importante de dire qu'il fallait qu'on garde ce mouvement entre le dedans et le dehors. Faire avec, restaurer la capacité d'agir, on en a parlé. Donc, trouver les moyens pour que les usagers puissent participer à la définition et à la construction de ces environnements. Et vous verrez quand on va vous présenter le travail d'immersion et d'atelier de co-construction que c'est quelque chose qui nous a vraiment beaucoup occupés. Et de même pour les soignants, et parce que les phénomènes de familiarisation et d'appropriation de l'espace se trouvent facilités en fait par cette dimension. Et le pouvoir d'agir, c'est aussi après, une fois que l'espace d'apaisement est ouvert, là c'était en amont, une fois qu'il est ouvert, qu'il y ait du choix, qu'il y ait des possibilités et que tout ne soit pas imposé. Troisième dimension, c'est la signification, c'est-à-dire de garder en tête que les hommes sont des êtres de langage et de sens, et plus encore lorsqu'ils vivent des expériences existentielles de la perte, de la finitude et de la douleur. Donc s'en tenir à une pure fonctionnalité du lieu, c'est priver les hommes de ce qui fonde leur hospitalité. Et c'est aussi ce qui interroge dans la chambre d'isolement. Donc on veut réinstaurer la relation spatialisée et signifiante à autrui. Et donc voilà, on distingue dans notre travail ce qui est du fonctionnel et ce qui est du signifiant, en essayant évidemment de les harmoniser. Ensuite, autre intention, c'est de travailler sur le ménager plutôt que l'aménager. D'ailleurs, ce n'est pas plutôt que, parce que en fait, ménager est compris dans aménager. Parce que là, c'est vraiment un habité quand même très particulier. L'aménagement, parfois, on a tendance à penser que ça relève de la fonctionnalité, du confort, de l'efficacité. Et le ménagement, lui, relève vraiment du soin que l'on apporte aux choses. Et en les apportant aux choses, on les apporte aux hommes. Donc aux soins qu'on apporte aux choses que l'on édifie pour accueillir cette expérience existentielle qui est extrême dans notre cas concret, dans notre contexte, des hôtes de l'hôpital. C'est pourquoi dans une éthique de l'hospitalité qui passe par le bâtir, l'aménagement n'est jamais dissociable du ménagement. Et cette relation entre bâtir, habiter d'une part, et soigner, ménager d'autre part, éclaire la collaboration qui s'instaure entre le LABA et les équipes soignantes de plus en plus fortement. L'expérience esthétique, donc autre intention, c'est-à-dire essayer, pousser le projet, peut-être qu'on n'y est pas encore tout à fait, parce qu'on est encore dedans, mais pousser le projet vraiment jusqu'à susciter, générer cette expérience esthétique pour sortir du pâtir. Dans la typologie du souffrir, il y a l'idée que souffrir, c'est subir, c'est pâtir. L'enjeu, ce serait de trouver des ressources pour
que les patients puissent transformer leur vécu du pâtir en expérience, c'est-à-dire qu'ils puissent lui donner un sens et une signification dans son histoire. Et sur ce chemin, l'expérience esthétique est une des formes, car elle active une relation à 3 termes, les 2 sujets d'une relation intersubjective, en l'occurrence le soignant, le soigné, et un objet de projection dans lequel s'engage leur expérience sensible, donc partager une émotion. Et c'est pourquoi, pour revenir à ce que disait Marie en introduction, que l'attention comporte une attention particulière à la qualité de la forme et à l'esthétique de l'espace. Énonciation, donc récit et narration, vous retrouvez ce qui a été dit sur Paul Ricoeur. Donc l'énonciation, c'est une manière de s'approprier la structure spatiale ou langagière telle qu'elle est donnée en faisant un usage singulier et propre. Donc là, on revient aussi à la question de proposer des alternatives, d'avoir du choix et de faire en sorte finalement que chaque patient puisse utiliser cet espace de manière différenciée en se l'appropriant. Enfin, je ne sais pas si enfin, oui, presque, avant-dernier, enveloppé, donc on a parlé de la contenance, donc c'est d'autant plus important ici de trouver des esthétiques de l'enveloppement, parce que le morcellement de l'enveloppe psychique et la vulnérabilité entraînée par la maladie exacerbent ce besoin de réassurance et de contenance physique bienveillante. Donc ce besoin s'exprime à travers l'anxiété, le repli sur soi ou l'agitation, la violence parfois. Et ce qui doit être contenu et transformé grâce à l'enveloppe, ce sont ces angoisses archaïques de dissolution, d'abandon, de fusion, de fragmentation. Voilà, donc les enveloppes, elles s'incarnent de plein de manières dans le champ du soin, évidemment. Les professionnels, leur présence physique, leurs gestes bienveillants, le langage, la relation intersubjective, le toucher relationnel, le matériel, les espaces. Et nous, bien sûr, on va intervenir plus sur la dimension matérielle et spatiale. Voilà. Et enfin, dernier élément de ce cahier d'intention, c'est la question de la transition. Donc cette dernière intention, elle est absolument primordiale parce qu'elle nous permet de contourner l'écueil, de créer un espace comme un sanctuaire d'hospitalité dans lequel nous concentrerions toutes les vertus de l'hospitalité en dépit et sans attention à ce qui l'entoure. Donc la transition, c'est créer des relations de mouvement et de relais dans le temps, dans l'espace et dans les usages. En conséquence, les propositions qui sont expérimentées dans cet espace sont aussi à penser dans un continuum du cheminement de rétablissement de la personne hospitalisée et dans tous les autres espaces de l'hôpital. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un super espace d'hospitalité qui fait 8 mètres carrés et que tout autour, ça ne soit pas pensé. Ça reste dans des formes d'impensé. Voilà, je repasse la parole à Marie qui va rentrer dans le projet. Alors pour commencer, dresser une ligne de temps pour marquer les principaux événements depuis le démarrage du projet. Donc il se situe en juin 2020, la demande du service, comme l'a dit Karine, c'est un service qui nous sollicite autour de ce besoin et cette bonne idée qui était de fermer l'une de ces 2 chambres d'isolement pour envisager un espace d'apaisement. Une journée de shadowing, donc d'observation non participante du quotidien du docteur Boiteux que Karine racontera tout à l'heure. Et le début d'un travail d'immersion. Encore une fois, la facilité qu'on a en étant intégré à l'hôpital, c'est de pouvoir venir pour 2 heures et comme une journée et d'être intégré facilement parce qu'on est aussi les collègues de nos collègues soignants. Ces visites, elles se sont opérées de jour comme de nuit pour pouvoir appréhender aussi le temps particulier qui est celui de la nuit et des difficultés que peuvent éprouver certains patients à être sereins à la fois pendant le moment du tomber de la nuit quand on est un peu entre chien et loulou et que les anxiétés remontent à la surface et également quand il y a des insomnies, qu'on se réveille la nuit mais que rien n'est prévu pour les patients éveillés la nuit. Il faut sortir de sa chambre, il n'y a pas une pièce vraiment accueillante, il n'y a pas une tisane qui est prévue. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la nuit quand on n'arrive pas à s'endormir malgré les médicaments ? Intéressant bien sûr de noter que nous travaillons pendant une période de Covid, donc à des phases d'immersion succédaient des phases de présentation à distance sous forme de newsletter, c'est-à-dire que ce qui était prévu pour être des restitutions orales est devenu un courrier du cœur qu'on vous présentera tout à l'heure. Parallèlement,
On a pu avoir quand même des temps de restitution de l'immersion et des ateliers de co-conception qu'on décrira aussi. Des nouvelles visites de jour et de nuit pour présenter ce travail à tous les personnels dans toutes les rotations, jour-nuit. Et commencer à conclure, faire la synthèse des ateliers et envisager des premiers aménagements tests. On a beaucoup travaillé sur la base d'une maquette qu'on présentera, qui a permis aux professionnels comme aux patients de se représenter leur corps dans l'espace. Alors, vous verrez, ce n'est pas tout à fait les petites maquettes en blanc qu'on peut avoir parfois en architecture, c'est plutôt une maquette, plutôt format maison de poupée, dans laquelle on peut se sentir en fait l'échelle du corps quand on tend le bras, quand on est assis, de sentir les textures, les matériaux et les couleurs pour que ce soit plus facile de se représenter à quoi ça va ressembler, que ce soit plus immersif. Donc il y a eu toujours un effet de validation, co-validation par le service avant de se lancer. La formation d'un groupe de suivi institutionnel de ce projet, parce que rapidement il est apparu que ce qui avait été testé dans un site allait pouvoir l'être un peu autrement dans d'autres sites. On rappelle qu'il y a au total 8 sites d'hospitalisation différents à l'échelle du GHU. Élaboration d'un protocole d'évaluation et l'installation de l'espace test entre mai et fin juin 2021 à la porte de Montreuil. On a mené des petits ateliers thématiques pour approfondir des questions liées à, par exemple, les kits sensoriels pour, à la demande des patients, pouvoir ajouter quelques accessoires, quelques équipements additionnels et optionnels selon les désirs des patients, parce qu'il n'y a pas une manière de s'apaiser. Donc tout ça a été beaucoup débattu, y compris s'il y a une musique de l'apaisement, quelle est-elle. Donc la présence d'une tablette avec un dispositif sonore, mais voilà, qu'est-ce qu'on teste, y compris sur ce plan-là. Et là, le dernier item, le passage à l'échelle, on est un peu entre l'évaluation du test au 28e secteur et le déploiement sur un petit pool, 5 ou 6 espaces d'apaisement en cours de différentes natures, c'est-à-dire des unités plus ou moins grandes avec des enjeux qui ne sont pas exactement les mêmes. Et comment ensuite, à une échelle plus large, on accompagne les demandes des services de soins à se doter d'un espace d'apaisement, tant sur le plan pratique que sur le plan des pratiques, parce que ça représente un changement culturel assez important. Donc ce travail d'immersion, il était accompagné de quelques outils qui interrogeaient la perception des personnes dans l'espace, dans le temps et les perceptions sensorielles. Alors c'était assez simple, une ligne de temps à remplir et à commenter, raconter une journée, l'expérience d'une journée dans tous ses pans. Des idées à commenter parce que voilà, nos temps de présence ils étaient forcément ponctuels, mais le projet continue à phosphorer, à vivre sans nous. Donc il y a eu comme ça tout un mur d'idées qui s'est constitué au fur et à mesure et qui a été commenté et annoté par les professionnels et par les patients, avec des plus et des moins, simplement pour pouvoir commencer à voir quelles étaient les idées qui étaient les plus plébiscitées. On s'est beaucoup appuyé sur des images inspirantes parce qu'on va le dire un peu mieux tout à l'heure. L'espace d'apaisement, ça n'existe pas aujourd'hui, donc on est forcément tenté de le rapprocher d'espaces existants. Donc, par exemple, on a pas mal lutté contre l'idée que ce serait un énième salon des patients en un peu mieux, ou une salle snozélène un peu différente, ou une balnéothérapie sans eau, ou un atrium un peu contenant. Voilà, toujours pour résister à la tentation d'en faire quelque chose qu'on connaît déjà. Donc ces images d'inspiration, elles sont importantes parce qu'elles sont vraiment là pour ouvrir les représentations de cet espace et montrer que, bien au-delà d'ailleurs de l'univers sanitaire, il y a des références assez ouvertes, décloisonnées, qui peuvent nourrir le projet.
beaucoup de petits entretiens spontanés, non prévus, c'est-à-dire dans un couloir, au détour d'une porte, avec les professionnels et les patients, hein, parce que, encore une fois, c'est un service de soins intensifs, donc l'emploi du temps est peu prévisible. Selon les patients accueillis à ce moment-là, les ambiances sont tout autres, les dynamiques entre les personnes sont tout autres, donc c'était aussi à nous de nous adapter à la dynamique du service les jours où on se présentait. Alors je vais laisser Karine raconter une journée passionnante dans l'ombre du docteur B. Bon, docteur Boiteux, on a le droit de dire son nom, elle. En fait, je vais pas vous en dire grand-chose parce que ce que j'ai pu constater déjà, c'est que la journée d'un médecin, et c'est encore pire, je crois, pour les infirmiers, elle est en permanence disruptive, c'est-à-dire que j'ai été quand même extrêmement frappée du fait qu'il n'y a pas une action qui fait plus de 4 minutes et demie sans qu'il soit dérangé par une autre action ou une autre nécessité. Le fait aussi que la matérialité qui les entoure est fortement résistante, c'est-à-dire des logiciels qui marchent sur cet ordi mais pas sur l'autre, l'imprimante qui ne marche pas chez le secrétaire mais qui marche là. Donc, ils passent quand même beaucoup de temps à passer d'un bureau à l'autre. Et puis, bien sûr, j'ai eu cette chance inouïe aussi de pouvoir assister aux consultations pour aussi comprendre vraiment ce qui se passe dans cette journée médicale. Et ce dont je peux témoigner, c'est vraiment la gravité et la force de la détresse en fait, des gens qui sont hospitalisés dans ces contextes. Et que ça m'a encore plus, si je ne l'étais pas déjà, ça m'a encore plus totalement bouleversée avec une forme d'ambivalence entre le sentiment d'impuissance, de se dire mais finalement ce qu'on va faire là, ça va changer quoi, enfin pour la gravité en fait de ce qui se passe et de ce que vivent les gens. Et en même temps de cet immense bonheur de se dire mais voilà, on peut quand même à notre niveau, avec ce qu'on sait faire, c'est peut-être pas grand-chose, mais au moins on est à la bonne place pour le faire. Et je sais que Marie partage ça et que ça, voilà, et que ces journées d'immersion, en fait, c'est avec les patients, avec les soignants, c'est quand même toujours des moments qui nous rappellent pourquoi on est là, en fait. Et ça, c'est vraiment super. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Alors, je vais essayer d'être brève dans les enseignements de l'immersion. Alors, ils sont organisés en 5 thématiques principales, 5 enseignements principaux. Le temps, la sensorialité, la question du faire, la narration, se raconter, et enfin la nuit. Donc, c'est des thématiques qui ont émergé des immersions, des entretiens, menés avec tant les patients hospitalisés que l'équipe. Donc la question du temps, c'est celle de pouvoir se repérer dans les différents temps vécus de l'hospitalisation et de pouvoir donner des repères spatiaux aux usagers qui arrivent souvent dans un état psychique de désorganisation. Ça, c'est une question qui revient très souvent d'ailleurs dans d'autres sites, de pouvoir apporter des repères, et quand bien même on aurait des horloges, c'est pouvoir même aller un peu au-delà de l'horloge, c'est vraiment dans quelle étagère, où je suis, dans le temps où je me situe, où j'en suis. Donc ça nous amène vraiment à interroger la question du temps au-delà de quelle heure est-il, donc dans le temps de la journée où on en est, dans le temps de l'année où on se situe, dans le temps de la semaine. Comme on est hospitalisé, un marqueur assez facile, c'est celui déjà des temps des repas. Donc, est-ce qu'il y a d'autres marqueurs au-delà des 3-4 moments où on se retrouve autour d'une table qui aident à se repérer dans ce qui est prévu et qui aident du coup à structurer la représentation de la journée et donc à l'inscrire dans un continuum où il y a quand même des balises. Et enfin, c'est de pouvoir s'approprier le temps qui est parfois chaotique du vécu des personnes dans leur séjour à l'hôpital.
parce qu'ils sont d'un seul coup plus maîtres du temps, ils se retrouvent littéralement institutionnalisés, donc pris dans un temps qui est celui de l'institution, avec parfois les écueils qu'on connaît, des moments voulus par l'institution qui ne sont pas ceux qui seraient les vrais moments adaptés à chaque personne. Donc il y a quand même l'effort de devoir rentrer dans un processus et de pouvoir aider les patients à, et ça c'est lié au thème sur la narration, à écrire ce temps vécu, à les aider à exprimer ce qu'ils vivent à ce moment-là. Je peux juste rajouter sur le temps qu'on a fait une visualisation du temps vécu par les soignants et du temps vécu et objectivé d'ailleurs des soignants et des patients. Et on voit absolument très clairement combien le temps des soignants est en permanence interrompu et comment les patients ils ont des temps très longs et que ça vient aussi expliquer une forme de malentendu permanent du matin au soir de patients qui s'ennuient, qui sont hyper demandeurs auprès de soignants, qui pensent que les soignants leur répondent pas parce qu'ils sont pas assez attentionnés et de soignants qui ont tout le temps mais 1000 choses différentes à faire. Et c'est vraiment ils ont des tâches en permanente ultra diversifiées et donc déjà de pouvoir représenter ça, c'était intéressant de le visualiser et de pouvoir discuter autour de ça. Autre dimension, celle de la sensorialité. Karine décrivait tout à l'heure des univers très vides et très nus que sont les unités de soins en psychiatrie adulte. Donc il faut vraiment imaginer un univers sensoriel qui est très pauvre. Les sensations liées aux matériaux qui sont tous globalement des matériaux de protection, donc du plastique qui est lavable, du métal qui est solide et qui est scellé, donc des matériaux qui renvoient à chaque fois une ambiance, une atmosphère et une tonalité très froide, qui sont froids au toucher, qui sont froids à la vue. Peu de stimulation aussi dans la qualité de l'éclairage ou la qualité des couleurs des matériaux. Hein. Les matériaux de protection ne sont pas tous super intéressés par la diversification de leur palette. Donc c'est un environnement sensoriel qui est globalement assez pauvre et du coup qui participe de l'ennui et d'une lassitude de ces environnements. Donc on a cherché à travailler à travers l'espace d'apaisement un univers sensoriel qui puisse approcher avec douceur, parce qu'évidemment il y a un objectif de moins de stimulation pour aider la personne à se recentrer, à s'apaiser, mais on n'a pas dit aucune stimulation pour l'endormir et l'anesthésier, au sens de aucune stimulation esthésique égale anesthésie égale absence vraiment de stimulation, de contact, de relation avec l'environnement. Donc il s'agit simplement d'essayer d'identifier les bons curseurs pour être dans une juste stimulation avec une exigence esthétique, parce que je sais qu'on partage avec certains d'entre vous un regard critique aussi sur les dispositifs de stimulation sensorielle qui ne sont pas pensés à travers ce prisme, hein, qui sont là pour aider à toucher, à gratter, à sentir, à voir, mais où on est en fait, on n'a pas trop interroger ce que ça dégageait comme univers visuel. Donc on a prêté vraiment une attention et un soin fort en fait à ce que ça puisse participer de la qualité esthétique globale, donc à travers une ambiance lumineuse, à travers un dispositif de diffusion sonore et musicale où on a travaillé la conception des playlists, où voilà, elles ne sont pas laissées au hasard, une ambiance chromatique globale qui soutient la détente à travers un choix de couleurs et de matières qui participe d'une stimulation à son juste niveau et à la qualité globale de l'environnement. La question du faire, donc c'est celle de pouvoir soutenir les envies de faire, d'autonomie, d'expression des utilisateurs comme une ressource pour solliciter leur autogestion et être un appui à leurs états émotionnels. Donc il y a la question de l'exercice physique, de faire de l'exercice qui demande peu d'espace, donc quelle pratique active possible pour continuer à ressentir et à solliciter son corps. On a exploré du
côté du yoga, du pilate, etc. S'exprimer par la musique, l'écriture ou le dessin, qui est en plus un besoin très fort dont témoignent beaucoup de personnes qui ont été hospitalisées en psychiatrie. Le besoin, Karine, tu l'as dit, de se raconter, le besoin d'écrire, vraiment l'envie vraiment viscérale d'exprimer ce qu'on ressent, que ce soit sous forme littéraire, écrite ou des formes dessinées. C'est vraiment pas sans raison, hein, cette grande tradition aussi de l'art thérapeutique, de l'art-thérapie dans la spécialité de psychiatrie, celui de lire, de se reposer tout simplement ou de pouvoir méditer. Mais là encore, ça ne s'improvise pas, un espace de méditation assez serein pour pouvoir s'abandonner à la méditation. Donc on a cherché vraiment à pouvoir offrir des supports pour toutes ces pratiques. Se raconter, on a déjà commencé à pas mal en parler, exprimer ses idées, ses émotions, les mettre en récit, les histoires, donc pouvoir offrir des espaces d'expression qui soient adaptés et qui ne soient pas du coup des transgressions, ce qu'on observe aujourd'hui, des murs qui sont gravés, des murs qui sont écrits et qui du coup participent de la détérioration, de la dégradation des espaces, alors même qu'ils sont le support de l'expression des personnes, donc pouvoir offrir un support dans de bonnes conditions et que ça participe aussi vraiment de la valorisation du lieu et que ça puisse aussi être un lieu de réponse des personnes, d'entrer en contact, en relation entre les patients et les professionnels. Des supports physiques, amovibles et un environnement graphique avec des images qui ont été conçues sur mesure, qu'on montrera, qui ouvrent l'imaginaire. Enfin, la prise en compte de la nuit, un temps particulier qui reste à apprivoiser. Qu'est-ce qu'on fait des insomnies? Qu'est-ce qu'on fait aussi pour aider à l'endormissement quand on est entre chien et loup et que les angoisses se réveillent avec la qualité de l'éclairage, la modulation de cet éclairage, rendu possible aux patients versus des interrupteurs dont le contrôle est opéré par les professionnels. Un tout petit mot sur les newsletters. On a parlé tout à l'heure de cette période un peu charnière qui a traversé la vie de tous les projets, et c'est encore le cas avec les phases de confinement liées au Covid-19. Donc comment est-ce qu'on maintient l'émulation et le fil avec les professionnels? On l'a fait à travers des newsletters qui tenaient compte, qui rendaient compte des ateliers déjà menés, des rapports d'immersion et qui ont en fait constitué la mémoire consignée, la mémoire écrite de ces différentes étapes de travail toujours au 28e secteur et qui permettaient aussi la diffusion plus largement aux membres de l'équipe de la rotation de nuit ou d'autres moments dans la journée qui n'avaient pas pu se joindre au projet. Aujourd'hui encore, Karine, tu le rappelais, les professionnels s'y réfèrent aussi pour pouvoir restituer la mémoire du projet et puis avoir accès aussi aux notes, aux choix qui avaient pu être opérés pendant les phases de conception. Et je vais te laisser parler du cahier des charges. Je vais faire rapidement le cahier des charges parce que finalement, pour le coup, c'est un peu un effet d'entonnoir par rapport aux intentions et aux hypothèses de départ. Après, il faut chercher aussi qu'est-ce qu'on propose à partir de tout ça, comment ça s'incarne, comment ça se matérialise. Donc du coup, on a essayé de bâtir un cahier des charges sur lequel ensuite on s'est appuyé dessus pour faire les outils d'un atelier participatif pour dessiner du coup réellement le projet. Et je voudrais aussi dire combien vraiment la connivence avec les cadres de santé, Beata Ivanchuk, qui est la cadre de santé de l'unité de soins intensifs, et Laetitia Thomas, puis Marie-Hélène Créache-Cadec, a été absolument essentielle pour qu'on soit tellement présent dans le service et qu'on puisse faire toutes ces rencontres. On a fait, Marie en parlera, mais c'était un peu atelier kermesse, parce qu'on ne peut pas les mobiliser pendant 1h30, donc du coup c'est nous qui sommes là, et puis ils viennent quand ils peuvent, que ce soit les soignants ou les patients. Donc sur juste ce cahier des charges, ce qu'on peut dire, c'est que sur le temps, Marie elle a bien décliné, je ne vais pas répéter, se repérer dans le temps universel, s'approprier son propre temps,
pour autant, si je puis dire, je n'ai pas fait exprès, mais pour autant, on n'a pas encore trouvé complètement la matérialisation de toutes nos ambitions et on est encore en recherche. Bon, l'horloge, ok, c'est fait, mais c'est pas si facile et on a passé des heures en fait de sourcing pour la bonne horloge avec le jour écrit en toutes lettres, la date, l'année, etc. Mais c'est vrai que, par exemple, se repérer dans le temps social du service, les activités, le repas, etc., on n'a pas, c'est un sujet qu'on va lancer là vraiment au prochain semestre, mais on n'a pas encore trouvé complètement l'objet, qui n'est pas si évident que ça non plus. Sur la sensorialité, donc on a fait un cahier des charges sur des sources lumineuses qui peuvent s'agencer selon les activités et les ambiances souhaitées. Donc là, c'est toujours cette idée aussi de quelque chose qui soit un peu amovible, au choix, qu'on n'impose pas. Un dispositif de diffusion sonore et musicale dont les contenus sont personnalisables. Donc là, on y est presque, on a bien avancé. Mais pas si évident que ça non plus, parce que accès Wi-Fi, donc accès Wi-Fi, ça veut dire accès Facebook, machin, donc comment on va que sur Spotify, mais Spotify c'est déjà très ouvert, donc qu'est-ce qu'on propose, enfin bon, donc ça a été aussi tout un travail qui commence à se consolider. Et puis une ambiance colorée étudiée pour soutenir la détente. Alors qu'est-ce que c'est que la couleur de la détente? Marie va revenir aussi sur ce qu'on a choisi comme protocole pour ça. Et puis un mobilier aussi mobile, adaptable, et là aussi qu'on puisse avoir le choix de sa propre posture corporelle et pas être contraint. Pour le faire, tout ça, on l'a travaillé évidemment avec l'équipe, des exercices physiques qui demandent peu d'espace, yoga, pilates, de la musique, de l'expression plastique, de l'écriture, de la lecture, dormir, écouter. On a essayé vraiment de faire la liste de tout ce qui pouvait se traduire dans qu'est-ce qu'on peut faire dans cet espace. Et se raconter, c'est des espaces physiques invitant à s'exprimer pour partager ou non. Et ça, donc on a mis en place, je le dévoile, je spoil, c'est pas grave, un tableau, une peinture ardoise. Et ça, vraiment, c'est plébiscité incroyablement. Pourtant, c'est quelque chose de très simple, comme quoi on peut proposer des choses très simples et complètement révolutionnaires. Des supports amovibles invitant à se raconter des histoires les uns aux autres et un environnement graphique qui invite à l'imaginaire. Alors, nos petits ateliers de co-conception. Donc c'était des ateliers qui visaient progressivement à faire émerger une image de l'espace d'apaisement en synthèse de ce qu'on avait pu apprendre lors de l'immersion, à travers les entretiens, les idées qui avaient été plébiscitées. Il fallait que tout ça puisse maintenant coexister dans un même espace. Donc on a abondamment utilisé une maquette, comme je le disais, avec des matériaux, des petits meubles à l'échelle, le plus d'accessoires possible pour permettre aux patients et aux professionnels de comprendre en fait la mise en cohérence de leur choix et du coup aussi comprendre pourquoi nous, on faisait cette synthèse-là, pourquoi on retirait tel et tel élément. Tant qu'on n'a pas montré ça, c'est toujours difficile pour les usagers de se rendre compte voilà, de l'impact en fait, de leur choix. Donc, un peu à la manière des Kroll, Simone et Lucien, on travaillait vraiment avec ces maquettes très immersives où on avait aussi des petits personnages pour pouvoir se repérer sur, quand on est deux dedans, il y en a un qui peut être là, il y en a un qui peut être là. Tout ça, c'était très important dans la négociation avec les patients et les professionnels. Donc on a beaucoup usé de ces espèces de petites maisons de poupées dans lesquelles tout était un souci de réalisation au plus proche de à quoi ça ressemble quand c'est habité et à quoi ça ressemble quand on additionne la somme de vos choix et pourquoi du coup on décide de se séparer de tel et tel parce que c'est redondant, parce que d'un seul coup il y a trop de choses, etc. Donc beaucoup d'esquisses, aussi beaucoup de dessins pour aider à se représenter les choix en train d'être faits.
et toutes les questions qui en découlent. Comment est-ce qu'on nomme l'espace, quels aménagements, quels scénarios d'usage, c'est-à-dire est-ce que je m'y présente, moi, patient, seul, comme ça, quand j'en ai besoin dans la journée? Est-ce que c'est sur demande? Évidemment, c'est une question qui est éminemment liée aux pratiques soignantes aussi, et on voit bien qu'elles sont pas toutes d'accord sur ce scénario. Il y a beaucoup de scénarios alternatifs qui sont en train d'émerger des nouveaux espaces, parce qu'évidemment, ça remet en question aussi la conduite soignante qui vise en fait à être toujours autour du patient, à le guider dans ses choix, à donc aussi modérer quand ils ne sont pas d'accord pour X raisons. La porte ouverte, c'est pas anodin en tout cas. On passe pas en tout cas, c'est assez net, de la chambre d'isolement à l'espace d'apaisement, qui est exactement l'inverse en matière d'ouverture et de responsabilité transférée au patient, de se saisir d'un objet dont il a envie ou besoin, de pouvoir moduler l'espace, la lumière, d'entrer et de sortir à sa guise, d'être seul ou à plusieurs. Donc voilà, en tout cas, le scénario d'usage ne s'est pas imposé, et alors même qu'il a été décidé sous une forme pendant l'expérimentation qui est en cours aujourd'hui, les cartes sont encore rebattues avec les professionnels. Voilà, donc c'est un travail qui est toujours en travail. Quelles activités on propose, qu'est-ce qu'on y fait en fait, quelles couleurs, etc. Donc à chaque fois, des ateliers spécifiques pour permettre d'en débattre. Donc, est-ce que tu veux décrire le mode d'emploi de la salle à tester, Karine? Oui, alors en fait, on a travaillé avec eux sur un scénario d'usage, au départ très simple, qui s'est ensuite beaucoup complexifié. Et tout ce travail a été fait sur le terrain par deux designers, Colline Fontaine, qui était donc à l'époque chef de projet chez nous, et puis Jeanne Sainty, qui est étudiante en design. Et Jeanne, notamment, elle a dessiné tous les scénarios imaginables et possibles, qui donc a soutenu aussi les choix du scénario. Là, c'est une représentation très simplifiée. Et comme dit Marie, ça a l'air évident, mais ce n'est pas si évident non plus. Un lieu qui est disponible tout le temps, à la demande du patient et sur proposition de l'équipe médico-soignante. Rien que ça, c'est pas évident de laisser un espace ouvert tout le temps dans ces contextes-là, et on peut imaginer pourquoi. La porte reste en place et ouverte. Alors reste en place, c'est un peu une blague parce qu'au départ, on voulait enlever la porte. Et bon, donc finalement non. Mais en tout cas, la porte, elle reste ouverte, et en tout cas, elle est absolument, et ça pour le coup, c'est pas un scénario négociable parce que ça fait vraiment partie de la carte d'identité de l'espace d'apaisement. Elle n'est jamais fermée de l'extérieur par un tiers, enfin par un soignant. On enlève ses chaussures et on met des chaussons. Bon, en réalité, ils ne mettent pas de chaussons. Ils sont déjà en chaussons, puisqu'ils sont en général en pyjama et en chaussons. C'est utilisable avec ou sans soignant, et ça, j'y reviendrai au moment de l'évaluation. Donc tout ça, c'est en amont, on est bien d'accord, c'est en amont du test. Dédié à un temps en solo ou en duo, 3 personnes maximum. Et en fait, ce qui a été, il faut quand même le dire, ce qui a été vraiment merveilleux pour l'équipe comme pour nous, c'est le statut de l'expérimentation, qui est quand même quelque chose qui est assez peu pratiqué dans ces grandes organisations, que ce soit l'hôpital ou l'éducation nationale ou autre. Et le fait que ça soit testé et qu'on les rassure là-dessus, qu'on peut revenir sur tout, qu'on peut en discuter, qu'on va évaluer ensemble, que c'est eux aussi qui vont évaluer, et ben ça a permis quand même d'établir un scénario d'usage assez décalé par rapport à la norme et au protocole. Et donc ils ont aussi accepté de prendre des risques en fait par rapport à la gestion du service, qui est vraiment formidable. Donc dédié un temps solo ou en duo, des accessoires disponibles sur demande, le reste du temps stocké dans l'espace attenant, un lieu facile d'entretien pour les ASH, ça c'est absolument indispensable parce que sinon le lieu est dégradé à grande vitesse, et un temps d'usage illimité, ça aussi ça a fait beaucoup de débat sur est-ce qu'il faut laisser 20 minutes, 30 minutes, donner un temps. Et finalement, il y a quand même la majorité de l'équipe qui a fait valoir que demander à quelqu'un de s'apaiser dans un temps donné, il y a déjà une contradiction à la base, et que donc il fallait voir comment ça allait se passer.
Mais leur crainte, c'était qu'il y ait un peu du squattage en fait de l'espace d'apaisement. Et, bon, et ça, on pourra y revenir à l'évaluation. En réalité, ça se régule très bien. Voilà, bon, rapidement sur la question de la nomination de l'espace, parce que là encore, espace d'apaisement, ça sonne quelque part comme une injonction, alors bienveillante, mais quand même, l'espace pour s'apaiser, bon, et si on n'y arrive pas, comment on fait? Voilà. Donc voilà. Et la question qui demeure entière, le mot apaisement doit-il véritablement y figurer? La question n'est pas résolue. En tout cas, il y a un nuage sémantique qui est là, qui est sans doute pas complet. Mais bon, vous voyez un peu l'idée générale. La synthèse des ateliers, alors sur la couleur de l'apaisement, on s'est beaucoup basé sur des images de référence parce qu'on ne choisit pas des couleurs ex nihilo. Donc on a d'abord débattu sur la base de photos et de reproductions de paysages divers et variés, plus ou moins torturés, dont on a essayé d'extraire des palettes. Donc on est vraiment parti d'abord sur la base d'un corpus d'images. Et les palettes qui sont retenues, en tout cas au 28e secteur, elles font beaucoup écho à des palettes très naturelles. Donc ça corrobore l'hypothèse d'un besoin, d'une nécessité d'un lien avec l'extérieur pour permettre l'hospitalité. Ouais. Juste dire sur les couleurs qu'on n'a pas posé la question de la préférence. On ne leur a pas demandé quelle couleur ils aimaient ou quelle couleur ils préféraient. On a plutôt joué vraiment sur les représentations culturelles liées à cette notion de calme, de paix, d'apaisement et les couleurs associées à ces notions-là. Après, bien sûr, je pense que pour beaucoup, ça a croisé leurs préférences, mais... De toute façon, c'est toujours une question très délicate à poser parce que voilà, on y revient dans un article paru dans Couleurs et soins, donc par les Barbara B. Tout le monde se sent légitime et il n'y a pas de problème pour parler de la couleur, sauf qu'une fois qu'il faut harmoniser, on a vraiment besoin, nous, de raisonner l'usage de la couleur. Donc c'est des débats qui ne sont pas toujours très, très faciles dans les équipes. La question des équipements additionnels, optionnels dont on parlait tout à l'heure, en vérité, ils sont agencés sous la forme de kits à disposition. Alors, il y a des kits thématiques, multimédia, la veillée, l'expression, la sensorialité, la stimulation sensorielle. Donc, il faut imaginer des boîtes étiquetées avec un matériel qui est sorti sur demande de la personne en fonction de ce dont elle a besoin, mais qui peut être aussi une suggestion de l'infirmier, infirmière qui est là et qui propose aussi un kit à la personne. L'aménagement de l'espace test, c'est finalement l'image coucher de soleil en bord de mer qui a remporté l'adhésion du plus grand nombre. L'adhésion surtout des usagers. C'est ça. C'est ça. Donc une image de calme, de plénitude qui invite à la contemplation d'un paysage de bord de mer en fin de journée. Donc ça nous a permis de décliner une palette du blanc coloré, blanc chaud, au bleu, au rosé, dans un ensemble dans lequel il faut préciser, comme il s'agit ici de l'expérimentation que vous voyez sur la maquette, on a travaillé avec des matériaux très résistants pour l'expérimentation pour pouvoir la soutenir, mais on n'a pas à ce stade encore accédé à toutes les meilleures palettes des revêtements des fournisseurs de mobilier. Mais en tout cas, c'est l'inspiration globalement, donc je ne vais pas forcément décrire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Néanmoins, vous voyez dans un coin de l'image du bas le tableau noir. Donc finalement, c'est tout un pan de mur avec une peinture ardoise qui a énormément de succès, qu'on va décliner dans d'autres endroits, qui est devenu vraiment l'espace d'expression qui est aussi au cœur de l'espace d'apaisement. Qui fonctionne très bien, des messages très divers, mais globalement très support des pensées des personnes, mais ce n'est pas des pensées violentes. Il n'y a pas de modération nécessaire de cet espace. Des dessins, des mots dans différentes langues,
et tout ça cohabite assez bien. Bon, des petites barres métalliques pour mettre des images, enfin des barres métalliques, des adhésifs métalliques pour pouvoir coller des images qu'on a réalisées autour de postures de yoga, des images aussi à contempler avec un herbier qui sont testées. Là, on est en train de développer un nouveau set d'images autour des émotions pour pouvoir poser des mots sur des émotions quand c'est difficile de le dire, donc de pouvoir s'appuyer sur des images dessinées sur des personnes qui incarnent la colère, la tristesse, l'angoisse, la peur, etc. Voilà, une variété de postures corporelles possibles, le corps un peu semi-allongé, le corps assis, le corps avec une légère bascule. Donc là encore, on a testé pas mal de mobiliers différents. Maintenant, on va en venir aux enseignements, en tout cas aux premiers enseignements de cette évaluation. Alors oui, c'est vraiment le début, c'est une évaluation modeste et une évaluation d'usage. C'est pas une recherche scientifique pour l'instant. On verra plus tard. Donc l'évaluation, j'ai pas mis la diapo, mais en gros, il y avait des feuilles de bord à remplir par les soignants, des feuilles de bord à remplir par les patients, et puis il y a eu des entretiens individuels et collectifs qui ont été menés par moi-même auprès des patients et auprès des soignants. Il y a aussi, mais ça on n'a pas encore les retours, mais il y a un anthropologue du laboratoire SHS Santé Mentale qui s'appelle Aurélien Troiseux, qui a fait aussi une immersion de plusieurs mois et qui va bientôt nous partager ses retours et ses observations, enfin d'abord les partager avec l'équipe et avec nous. Donc voilà, on a croisé un peu les regards, mais tout ce qu'on peut déjà dire aujourd'hui, c'est que côté soignant, et c'est une auto-évaluation qu'ils ont faite en équipe et c'est vraiment intéressant, ils soulignent particulièrement, après avoir pointé tout ce qui marchait bien dans l'espace d'apaisement, tout ce qui marchait moins bien, mais globalement ça marche plutôt bien si on prend ce critère de ça marche, ça veut dire que ça a des effets positifs, on va dire. Mais ce qui souligne vraiment d'intéressant, c'est qu'il y a une tension dans l'utilisation de cet espace entre la définition thérapeutique qui a été donnée par les soignants pour gérer ce qu'ils appellent une dysphorie aiguë, c'est-à-dire vraiment un ressenti, un mal-être très, très aigu, et les usages de l'espace d'apaisement par les patients qui relève plutôt de la gestion d'une dysphorie latente, c'est-à-dire l'ennui, un fond d'anxiété, se sentir pas très bien, mais pas forcément dans des situations de pré-crise, puisque c'est censé être, enfin, ça a été défini au départ comme, et demandé au départ comme un outil de prévention de la crise. Et donc, il y a vraiment débat en ce moment sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que, du coup, on ferme l'espace d'apaisement pour qu'il ne soit pas utilisé sur, entre guillemets, un mode récréatif, afin qu'il soit complètement disponible quand on en a besoin pour la prévention de la crise, quand les gens vont vraiment très mal? Ou est-ce qu'on laisse ouvert comme ça, et après tout, pourquoi pas l'utiliser dans les deux cas? Mais si on laisse ouvert comme ça, comment on fait pour quand même avoir une priorité d'usage pour les gens qui vont le plus mal? Et donc, peut-être il faut écrire une charte d'usage qui serait coécrite aussi avec les patients, où les patients seraient d'accord pour laisser la priorité à des gens qui iraient vraiment pas bien. Et surtout, ça pose aussi la question de où est-ce qu'on met le curseur de la prévention. Ça a été pensé en amont comme la prévention, c'est les premières prémices de la crise. Pouf, espace d'apaisement ou autre outil de désescalade, et on désamorce la crise. Enfin, on essaye, on espère désamorcer la crise. C'est un scénario, mais en fait, qui nous dit que quand un patient est dans dysphorie latente, c'est-à-dire anxiété, ennui, et qu'il va de lui-même dans cet espace d'apaisement parce qu'il y trouve des ressources pour gérer son état émotionnel, qui nous dit qu'on n'évite pas à ce moment-là une crise ultérieure. La prévention, peut-être, elle se situe très, très en amont finalement de la montée d'état d'agitation. Donc voilà, on est un peu autour de toutes ces questions-là avec l'équipe. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que l'équipe, elle est
vraiment soulagés par l'arrivée de cet espace d'apaisement. Donc ça, c'est quand même, rien que pour ça, ça valait quand même le coup d'être fait. Que le lieu est respecté, il n'y a pas de dégradation, alors que ce sont des espaces qui sont très souvent et très vite dégradés par la violence, par les graffitis, etc. Qu'il n'y a plus de graffiti dans le service, y compris en dehors de l'espace d'apaisement. Et qu'il n'y a pas de conflit entre les patients alors qu'ils l'utilisent à plusieurs dans cet espace d'apaisement. Et ça aussi, c'est quand même relativement incroyable. Donc, c'est quand même des indicateurs hyper positifs sur ce que l'espace d'apaisement a apporté dans, on va dire, la vie quotidienne du service. Donc, les effets sur le nombre de mises en chambre en isolement ne sont pas évalués et sont hyper difficiles à évaluer. Donc, pour le moment, on n'en est pas là. Il va y avoir une étude épidémiologique, mais qui aura tellement de biais que je ne sais pas très bien ce qu'elle va pouvoir prouver, mais elle nous donnera peut-être aussi une indication générale. C'est pour ça qu'on l'a fait. Du côté patient, les patients considèrent l'espace comme un vrai lieu de ressources pour eux, une ressource pour se reconnecter à eux-mêmes. Et l'ensemble des patients du service, au moment où j'ai fait cet entretien, et ils étaient en fait 5-6 avec moi, ils étaient tous d'accord pour rebaptiser cet espace de ressources ou espace ressources et de ne pas garder espace d'apaisement, parce qu'ils disent que ce n'est pas ça qu'ils vivent dans cet espace. Ce n'est pas de l'apaisement, ce n'est pas l'accès à la paix, mais c'est de pouvoir récupérer, attraper des ressources pour eux-mêmes. Donc ils apprécient énormément la marge de liberté et le pouvoir d'agir qui leur sont proposés à travers déjà de choisir s'ils y vont ou s'ils n'y vont pas, mais même tout ce qu'il y a dans l'espace, et ils le trouvent beau et confortable, et ça ils apprécient, c'est une perception très forte pour eux. Donc peut-être juste un petit verbatim. Donc un des usagers disait: pour moi, c'est plus qu'un espace d'apaisement. Moi, je l'ai vécu en tant qu'espace d'humanité. Quand je suis venue ici, j'étais agitée, je ne savais plus où j'en étais. Et évidemment, il y a des soins qui nous sont prodigués. Mais en même temps, on est aussi livré à nous-mêmes. Cet espace-là, j'ai pu me retrouver un peu comme la petite enfance. Ça m'a permis de me reconnecter à mon enfant intérieur. C'est ça qui était chouette. Je n'ai pas réfléchi. C'était uniquement moi avec mon corps. J'entrais dans la pièce et il y avait des sensations. Et il dit un peu plus loin, où il parle de la craie, il dit: c'était agréable de toucher la craie. Moi, je suis dessinateur, mais c'est en rapport quand même avec l'enfant. Il ne joue pas avec grand-chose. La craie, c'est suffisant. La craie, il y a la texture, c'est très sensuel. On prend la craie, c'est gras, ça craque. On sent les petits grains qui s'écrasent grassement contre la texture du tableau noir. Ça fait des couleurs. C'est des simples impulsions comme ça, légères, mais cela apporte un fin bonheur. Cela permet petit à petit de retrouver comme un souffle intérieur au niveau de l'âme et du corps. Par le corps, l'âme, elle se décontracte, elle s'apaise. Donc c'est quand même un joli témoignage. Voilà. Tu veux dire un mot de ça ? On l'a dit tout à l'heure, hein, simplement pour situer que l'espace d'apaisement se retrouve vraiment cerné, littéralement, par un certain nombre de concepts qui lui précèdent. Voilà, chambre d'isolement, salle de psychomotricité, atrium, salon patient, salle snozellen, salle d'activité, espace extérieur, etc. Donc, notre enjeu, c'est vraiment de réussir à faire exister cette nouvelle typologie sans qu'elle soit dévorée par une typologie dominante. Et enfin, le passage à l'échelle. Peut-être juste dire que cette typologie qui doit émerger d'un travail collectif, hein, parce qu'on a 5 autres sites tests, il y a 6 équipes qui sont en train de constituer une communauté d'expérience et de réflexion autour de ça. Donc, il faut en même temps qu'elle ait un contenu ferme et en même temps que ça soit appropriable selon les contextes, selon les équipes. Donc c'est cet équilibre-là qui n'est pas évident à trouver. Sur le passage à l'échelle, donc juste dire ça, qu'on est passé là à une échelle de 5 sites tests et qu'à partir de ces 6 sites tests, on va rédiger un livre blanc ou un référentiel. Pour le moment, on l'appelle plutôt un référentiel, mais le livre blanc est peut-être plus large parce qu'il permet aussi d'intégrer vraiment toutes les ressources théoriques et tous les résultats d'évaluation. Donc vraiment un véritable outil pour l'ensemble des équipes soignantes du GHU et
peut-être même au-delà du GHU, qui souhaiteraient installer cet espace d'apaisement, donc à la fois avec des référentiels, évidemment, équipements, travaux, mais aussi des outils participatifs, des méthodes, la revue de littérature, les articles qui auraient été écrits, les rendus d'évaluation et de témoignages. Donc ça, c'est voilà, ça c'est vraiment le principal outil de passage à l'échelle qu'on a commencé à élaborer, qui va sûrement continuer à s'élaborer encore pendant un semestre. Conclusion. Voilà, donc la conclusion, c'est qu'on reboucle aussi avec notre introduction et que pour que l'hospitalité offre les ressources pour s'affranchir de l'hospitalité, c'est-à-dire quitter l'hôpital et quitter l'hôpital mieux qu'on en est rentré, nous considérons que les espaces hospitaliers doivent être respectueux, beaux, riches d'alternatives et de signifiants pour offrir cet espace-temps à la reconstruction des usagers afin de s'émanciper de la prise en charge hospitalière. Donc ça, c'est notre étoile dans le ciel, notre firmament. Et dans cet exemple, on a essayé, pour conclure, d'identifier 7 facteurs favorables à l'instauration de cette hospitalité. Donc le premier, c'est un écosystème d'agents, d'acteurs aux caractéristiques hybrides, c'est-à-dire à la fois inscrits dans une éthique soignante et inscrits dans une éthique du design et de l'art, donc de la création. C'est en deux une clé de voûte qui réside dans l'acte de création, matériel ou immatériel, appelant par définition un objet nouveau en capacité de transformer le monde dans lequel il s'inscrit, même de manière frugale, modeste ou systémique. Le troisième point, c'est qu'en tant que création, cet objet de transformation porte en lui sa raison d'être formelle, sensible et signifiante. Quatrième point, l'action se fonde sur un cahier d'attention. Donc, on n'est pas pour aller direct dans les cahiers des charges, mais de passer par un cahier d'attention qui ramène cette action au cœur d'une éthique de l'hospitalité. Avant le cahier des charges qui en périmètre les contraintes. Mais on est attentif aux contraintes aussi. En 5, l'agent principal de cette action et de l'initiative, qui peut être collectif et multiple, comme on l'a vu, porte de manière indissociable la responsabilité de l'action et de ses effets. En 6, le projet est vectorisé par la production de connaissances nouvelles, formalisées et théorisées, capables d'être réinsufflées dans l'action en cours et a posteriori, ce qui implique l'utilisation d'outils et de méthodes issus de la recherche qualitative. Et enfin, en 7, la qualité d'hospitalité espérée est à visée éthique, c'est-à-dire qu'elle sert, ouvrez les guillemets, toujours Paul Ricoeur qu'on aime beaucoup, la vraie vie avec et pour l'autre dans des institutions justes. Voilà. Merci Karine, merci Marie, merci infiniment. Pour réagir vite quand même, c'est combien de mètres carrés une salle d'apaisement? 8 mètres carrés. Ouais. Et la réflexion que ça me... Celle-ci c'est 8 et ça va jusqu'à 18 à peu près. Il n'y a pas de petit projet. Hein. Ouais. Il y en a même, on en a même une de 5 mètres carrés. Ouais. Et du coup, évidemment, ça fait écho puisque je sais qu'elle nous suit, à ce workshop qu'on avait mené avec Amondo au GHU à Sainte-Anne en début d'année, dirigé par Laure Wormser, qui avait conduit une quinzaine d'étudiants, 16 étudiants, sur les chambres d'hospitalisation du service des urgences, là pour le coup. Mais il y a énormément de choses qui font écho, effectivement, dans la phase diagnostique, en fait, sur ce qui se passe. Et puis ce que Karine, tu évoquais à propos de la journée du médecin, qui est effectivement sur un rythme effréné, sans arrêt dérangé. J'aime bien aussi le côté, cette espèce de lutte contre la matérialité, c'est avec tout qui ne fonctionne pas. Alors c'est drôle parce qu'on connaît ça ailleurs, en fait. Il y a des jours comme ça où rien ne marche, où c'est très compliqué. On a l'impression que le matériel se met à jouer contre nous. Alors évidemment, ça fait... j'ai plusieurs remarques, puis une question peut-être. Donc ça rappelle ce partenariat et on y voit des choses semblables. Globalement, dans ce que vous dites et la manière dont vous présentez les choses, vous quand même vous interrogez...
réinterroge trop, vous interrogez tout simplement les modèles. Parler des Snozelen, je sais qu'on a discuté avec Marie aussi. Bon, cette esthétique est quand même assez hallucinante. On se demande d'où ça sort, d'où ça vient, pourquoi ça et pas autre chose. La question des salons, c'est vrai que c'est un peu une réponse systématique. Pour avoir travaillé aussi avec un centre de psychiatrie que connaît bien Bertrand, qui est le centre Capitan, pas très loin d'ici, quand il proposait c'est un hôpital de jour en fait, principalement. Et quand il proposait de réaménager, c'était de faire le salon. Le salon, et on était vraiment dans ce modèle-là, et puis cette transposition du modèle domestique à l'intérieur de l'hôpital. Là où je suis quand même frappé toujours, parce que ça reste et ça demeure, ce qui semble être bon pour les soignants est vécu comme un véritable traumatisme, en tout cas pour les patients. Il y a quand même quelque chose là que j'arrive pas, qu'on arrive à conceptualiser, mais qui quand même, on bute face à quelque chose qui est quand même assez insurmontable. Et peut-être, Karine, tu veux répondre tout de suite. Je veux juste compléter là-dessus parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est aussi parfois traumatisant pour les soignants. Et en tout cas, c'est quand même un geste qui vient tellement heurter leur vocation que c'est quand même difficile pour eux. Donc ils le font vraiment avec un professionnalisme et une éthique et parce qu'ils pensent et parfois et certainement à raison. En tout cas, je suis pas capable de juger ça, mais en tout cas, ils le font au bon moment avec vraiment des protocoles, de l'expérience et une éthique soignante, totalement maîtrisée. Mais pour eux, c'est difficile aussi et ils seraient les premiers heureux de sortir de ces méthodes-là. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la gravité. Moi, j'étais frappé lors du workshop quand même, qui était sur ces salles, ces simples chambres d'hospitalisation, qui était le traumatisme du suicide pas très ancien, où c'était l'obsession du personnel soignant quand même. C'était éviter que des gens se fassent mal, se tuent. Donc il y avait une espèce de poids très grand de cette gravité absolument fondamentale. Mais je suis assez frappé justement quand on commence à retourner le modèle ou à le prendre autrement, le déconstruire pour pouvoir effectivement reconstruire quelque chose. Et dans votre méthodologie, c'est bien ce que vous faites. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Ça renvoie à plein de choses. Il y avait Aurélien Fouillet qui était là la dernière fois, qui est philosophe et qui disait, voilà, dans cette espèce de schéma général ou de paradigme sur le prendre en compte le vivant, l'homme au sein du vivant, puis il disait le non-vivant dans tout ça. C'est-à-dire effectivement aussi prendre les objets, la matérialité, quel discours elle porte, comment est-ce que tout ça interagit. Et on voit bien que l'interaction, elle est fondamentale, parce que là, on est dans des espèces d'extrêmes. En parlant et en m'écoutant, enfin en réfléchissant sans à haute voix et sans trop m'écouter parler, je m'adresse aussi aux étudiants qui sont des gens qui vont concevoir, dessiner des meubles, qui sont des designers, qui sont des architectes d'intérieur, et qui, effectivement, à un moment donné, vont produire des choses qui vont interagir avec des humains. Et des humains qui vont interagir avec des choses. Et là, on voit bien que vous parliez de ménager, le terme est quand même très intéressant. Vous l'aviez écrit dans le texte de présentation, mais cette différence entre aménager et ménager, qui je trouve est très pointue dans le soin apporté aux choses pour apporter du soin aux humains. Enfin voilà, et qu'on peut pas faire l'économie de faire comme si effectivement ces objets autour de nous n'étaient pas là, ou qu'on s'en sert uniquement, mais il y a aussi une interaction qui se fait entre eux et nous. Et puis moi, il y a quand même, il y a une thématique que j'ai du mal à complètement saisir. C'est Karine, dans l'introduction, tu évoquais, ou peut-être Marie, ou peut-être les deux, la question de la preuve. Alors on voit bien que vous êtes aussi dans la vérification, c'est-à-dire qu'une fois que les choses sont faites, le livre blanc, la question du cahier de prescription, de référentiel. C'est effectivement comment on évalue le travail fait, son efficacité ou non, les défauts, son adaptation. Donc là, on comprend bien la question de l'évaluation et elle échappe souvent. Laure Wormser, qui était passée ici même dans le séminaire à propos d'établissements médico-sociaux, donc des EHPAD, elle disait qu'évidemment, elle avait du mal à retourner sur place, voir comment ça fonctionnait pour pouvoir corriger. Et en même temps, la question, est-ce que ça recoupe le concept de proof of care, qui moi, me pose aussi question, c'est est-ce qu'on peut démontrer, on l'a évoqué à propos de la couleur,
on est dans du relativisme aussi, la question de l'esthétique, jusqu'à quel point on peut rationaliser, rendre tout ça un peu scientifique ou pas. On voit bien que vous avez une démarche extrêmement rationnelle. C'est voilà, la preuve du soin, elle me semble toujours difficile à montrer parce que effectivement, c'est une des méthodes d'approche des designers d'essayer de je pense entre autres au Sismo par exemple, d'adopter cette méthode scientifique finalement, donc une expérience reproductible plusieurs fois, dont le protocole est parfaitement établi pour pouvoir effectivement justifier la démarche du designer. Mais quand on voit ça finalement, j'allais dire, on n'a pas tellement besoin de la justifier. C'est-à-dire qu'on a l'image de départ, qui était la chambre d'isolement, on a l'image de la fin, qui est la chambre d'apaisement. Ce qu'on se disait aussi, et ce que vous évoquiez, le simple tableau noir avec une craie, et qui, voilà, il suffisait d'y penser, mais effectivement, ça marche. Est-ce que ça, sur ces preuves, est-ce qu'il y a une remarque ou une réaction? Peut-être... c'est pour ça, en fait, ce que je disais dans l'introduction, c'est que c'était quand même deux logiques différentes. Nous, au Labar, et moi, dans ma thèse, on est plutôt dans une approche qui reste quand même une approche fondée, enfin une approche scientifique, entre guillemets, je ne sais pas comment, enfin de recherche en tout cas. Et ce qui nous intéresse, c'est de faire les choses de manière itérative et en boucle, c'est-à-dire de nous intéresser plutôt aux effets. Enfin, d'abord, de fonder les choix de conception, ensuite de les mettre en œuvre, et ensuite d'évaluer à la fois les usages, les ressentis et les effets des choix qu'on a faits, et de revenir ensuite sur les processus de conception qui nous ont guidés pour dire, en fait, là, on n'a pas pris la bonne bifurcation, là, on s'est planté, il manque encore ça. Donc, on est quand même, enfin, Marie complétera, mais on est quand même dans quelque chose voilà, de très vivant, de très dynamique. Mais on n'est pas légitime et on n'a pas les outils, et ce n'est pas à nous de le faire, de dire que cet espace d'apaisement a un effet thérapeutique, clinique, sur les états cliniques, justement, enfin, un effet thérapeutique sur les états cliniques des patients. Et de même, on peut observer avec notre ami anthropologue Aurélien Troiseux, on peut observer nous-mêmes la manière dont ça touche l'équipe soignante, les débats que l'équipe soignante met en place, donc comment ça impacte en fait aussi leur pratique, leur questionnement. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils sont en réflexivité, et c'est ça qui compte. C'est ça, c'est être vivant que de se poser des questions, être en réflexivité. Et parfois, ils sont tellement le nez dans le guidon, tellement sous l'eau qu'ils n'y arrivent plus, qu'ils se rigidifient parce qu'ils n'ont plus ils ont plus cet espace, ce recul pour être dans un questionnement et peut-être ce qu'on leur apporte avec nos outils qui peuvent avoir l'air très simples ou très bêtes des fois, la ligne de temps, etc. Mais en fait, c'est cet espace, cet écart-là entre le fait d'être collé à ses actes, à sa pratique, à son quotidien, et puis à un moment donné de dire ah mais en fait c'est vrai, au fait comment ça se passe ma journée et comment ça se passe par rapport et voilà, et là on est à nouveau dans un cycle. En revanche, on a cette chance immense avec Marie d'être dans une organisation hospitalière, d'être intégrée, d'avoir des vrais collègues qui s'intéressent à ce qu'on fait, on s'intéresse à ce qu'ils font. Et donc, on fait tout ce travail vraiment main dans la main avec la direction des soins notamment. Et dans cette direction des soins, il y a une cadre qui s'appelle Cécile Bergot et qui est en charge de la recherche en soins infirmiers notamment. Et grâce à elle, on projette, enfin, et du coup, ce n'est pas nous qui allons le porter, mais nous, on va apporter la dimension, voilà comment on a fait, quels ont été nos processus de conception, quels ont été nos choix de création, quels ont été nos processus participatifs. Et par contre, eux, ils ont les outils, c'est-à-dire qu'ils ont les grilles en 10 points pour savoir si on est plus anxieux avant, moins anxieux après. Ils ont vraiment toute la démarche scientifique d'evidence-based medicine, du coup. Enfin, et nous, on n'est pas formés à ces outils-là. Et donc, c'est eux qui vont évaluer
l'effet thérapeutique et l'effet sur les pratiques soignantes, les deux, parce que c'est lié, parce qu'évidemment l'espace d'apaisement, il n'a pas de pouvoir en soi, il n'a de pouvoir que parce qu'il vient soutenir et appuyer des humains. Les soignants, c'est des soignants. L'espace d'apaisement, il n'a jamais été, il ne sera jamais soignant tout seul. Mais des soignants, mais aussi parce qu'il vient outiller, appuyer aussi des usagers. Et ça, c'est très important de le rappeler. C'est-à-dire que, je l'ai dit à plusieurs reprises, le pouvoir d'agir de cet espace d'apaisement, il est lié parce qu'il offre un nouveau pouvoir d'agir aux usagers. Donc c'est important aussi dans ces hôpitaux et en particulier dans des services qui sont durs comme ça, avec vraiment des comportements qui peuvent être extrêmes. Il y a une tendance qu'on peut tout à fait comprendre de l'institution à être dans le contrôle et d'être dans le contrôle de tout. Et finalement, cet espace d'apaisement, c'est une manière de réinstaller dans ces espaces ultra contrôlés une forme de liberté, de confiance, et on pense que ça marche. Enfin, c'est ce qu'on essaye. Nous, ce qu'on veut prouver, c'est plutôt ça. C'est les effets un peu esthétiques et poétiques autour de ça. Mais par contre, l'effet clinique, c'est pas nous on va pas l'évaluer. Comme on n'est pas capable d'évaluer, nous, toutes seules, enfin, au LABA, tout seul, le fait que ça a des effets sur la diminution du recours à l'isolement ou du recours à la contention. Nous on ne sait pas faire ça. Enfin, donc c'est le GHU qui doit se saisir de cette question et mobiliser les outils, c'est-à-dire leurs services d'épidémio, leurs services statistiques et je ne sais pas quoi, pour voir s'il y a une corrélation entre l'ouverture des espaces d'apaisement dans 6, 7, 8 sites et puis le nombre de chambres de mise en isolement. Et même là, c'est compliqué parce que c'est évidemment tellement multifactoriel, le fait que dans un service, il y ait plus ou moins de mise en isolement. C'est en général beaucoup lié aux effectifs. Il y a le Covid aussi qui impacte beaucoup la santé mentale des gens. Enfin, il y a mille et une raisons, en fait. Donc, ça va être très compliqué d'isoler la part de l'espace d'apaisement dans ces transformations-là. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'au LABA, enfin, ce sur quoi on se concentre dans les 2-3 années qui viennent et à partir d'il y a un an, là, enfin, c'est de voir comment on peut s'enrichir les uns les autres et articuler les deux manières, les deux démarches d'évaluation et de recherche autour des objets qu'on produit. Mais l'amélioration, elle est aussi visible, enfin, je veux dire tout simplement. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une remarque de Laure qui nous suit sur YouTube qui disait, Laure Wormser, elle nous dit « Pour l'expérimenter au quotidien, les soignants utilisent aussi ces salles pour souffler. Et ça sert aussi au personnel de santé. » Voilà. Donc c'est aussi une manière de dire, quand simplement la vue, j'allais dire, le bénéfice, il est pour tout le monde, même si ce n'est pas un bénéfice thérapeutique, quantifiable, médical. C'est-à-dire qu'on améliore déjà l'habitabilité. Déjà, cette case-là, elle est cochée, quoi. Je pense que c'est déjà assez gigantesque, en fait. Enfin, il me semble. Voilà, c'était pour essayer. Enfin, on est d'accord avec toi, c'est gigantesque, on est très très content, mais c'est pas forcément audible par l'institution. Et voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'on objective. Quand je dis on, c'est pas nous là-bas, mais forcément quoi. Mais il va falloir quand même qu'il y ait des professionnels et des chercheurs qui objectivent l'apport du là-bas à la mission et à la vocation de l'hôpital qui est de soigner. Donc, d'un coup, ça fait écho effectivement aussi à la crise générale dans la santé au niveau du personnel. Enfin, qui prend soin de ceux qui prennent soin. Enfin, ou comment, peut-être, tout simplement. C'est pas qui, il ne s'agit pas d'accuser, mais c'est comment on prend soin de ceux qui prennent soin des autres. L'environnement est quand même essentiel. Enfin, il me semble. Juste une petite question de Laure aussi qui disait que... Alors, elle posait deux questions. Vous parlez de toucher, d'aspect. Avez-vous pu expérimenter d'autres matières ou matériaux qui ne sont actuellement pas utilisés, qui seraient intéressants à développer? Peut-être pour Marie, oui. Alors, pas encore vraiment.
En revanche, on a très envie d'expérimenter des matières sans surprise plus naturelles, moins pétrochimiques. Et on est notamment très attiré par les façons contemporaines d'intégrer du bois dans des environnements de soins, pour ses qualités de présence, pour ses qualités esthétiques, pour ses qualités sensorielles, pour ce qui renvoie aussi dans la symbolique du bois. Donc on réfléchit voilà, à cette option. Il y a une autre option alors, qui est tout autre, pour le coup, qu'on a intégrée dans l'espace d'apaisement et qu'on est en train de développer en ce moment, c'est celle de travailler sur des nouvelles vitrophanies. Vous savez, c'est ces adhésifs-là. On n'en a pas parlé pendant la présentation, mais c'est un aspect important du projet. Parce que l'espace d'apaisement de l'hôpital d'Avron donne sur un coin de rue pas très apaisant. On ne fait pas de dessin, mais il s'y passe pas des choses très gaies. Donc rapidement, on s'est dit, pour s'apaiser, il va falloir aussi qu'on travaille sur le regard sur la rue. Pour autant, on a absolument besoin de préserver la lumière naturelle. Donc on va plus essayer de moduler le visu sur les événements de la rue. Et donc on a d'abord regardé ce qui se faisait en matière de vitrophanie. On a vite compris qu'il allait falloir qu'on mette la main à la pâte. Donc on s'est mis à concevoir des vitrophanies, donc des motifs imprimés sur des adhésifs transparents collés à même la vitre, avec d'abord des taches un peu à la manière de Seurat, plutôt du pointillé, des petits pointillés. En fait, on a dessiné, alors avec l'aide à l'époque de Enguerrand-Chauve, qui était en stage chez nous, et aujourd'hui Anne-Lise Vernejoul, qui est chef de projet au LABA, des paysages qu'on a retravaillés pour ne faire apparaître qu'un motif beaucoup plus abstrait, et qui permet, avec un mouvement de dégradé, d'apaiser la vue vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne masque pas, mais on trouble la vue sur le bas de la rue, et plus on monte vers le ciel, plus en fait c'est doux. Ça a l'autre avantage aussi de pouvoir ramener une lumière extérieure un petit peu colorée, qui donne un petit peu de matière à l'intérieur de la pièce. Et suite à ça, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que des rues où il se passe des trucs. Il peut y avoir aussi des parkings intéressants, ou quand on donne sur un mur en briques un peu triste, qu'il y avait d'autres situations dans lesquelles on pouvait travailler la modulation de la lumière extérieure et la vue sur le dehors. Donc on a travaillé sur des nouvelles vitrophanies. On est encore en train de chercher d'autres types de films, et on cherche aussi d'autres inspirations. On regarde pas mal du côté du vitrail, du travail du verre en ce moment, parce qu'on ne connaissait pas du tout en fait ce travail sur la transparence, la modulation de la lumière. Donc on s'est replongé dans Soulage, etc. Mais ça s'improvise pas, parce que en fonction de la qualité du film, en fonction de la qualité de la vitre, en fonction de l'orientation de la pièce, en fonction de la quantité d'apport de lumière extérieure, on revient toujours en fait avec des nouveaux échantillons qu'on peut faire fabriquer en interne, qu'on va poser. Donc on a vraiment besoin maintenant d'une compétence professionnelle sur le traitement de la transparence et de la pénétration de lumière, et quel effet ça va avoir sur le motif, sur les couleurs, sur leur densité, et tout ça réglé un peu avec le paysage du dehors. Donc on peut dire qu'on est parti sur des terrains inconnus, mais ça nous a révélé du coup la possibilité de travailler sur des vitrophanies qui auraient leur valeur, enfin en tout cas qui auraient leur raison d'être ailleurs en plus que de l'espace d'apaisement. C'est comme ça que dans l'unité de soins intensifs, l'équipe a demandé à ce que les autres chambres de l'unité en soient dotées. Voilà, donc ça nous a permis, enfin encore une fois, l'espace d'apaisement, c'est aussi une éprouvette pour expérimenter des façons d'être dans les lieux de soins, et d'essayer de travailler sur cette qualité d'être dans les lieux de soins, qui est un vivier assez inépuisable pour nous, et qui est alimenté inversement aussi par d'autres projets. Notre slogan, c'est un maximum de possible dans un minimum d'espace.
Ouais, c'est vraiment ça. Je crois que Laure avait aussi une question sur le son et elle demande si vous connaissez l'ASMR. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Oui, l'ASMR, Oui, ouais. on connaît. Et donc, d'ailleurs, il y a un designer sonore qui s'appelle Pierre Navarron qui nous a constitué 5 playlists à proposer dans l'espace d'apaisement, dont une de ASMR. Et au final, tout le monde a absolument totalement détesté, moi y compris d'ailleurs, et on l'a supprimé. C'est pas particulièrement apaisant en fait. Ça peut être ultra énervant, mais voilà. D'accord. Enfin, c'est pas, ouais, c'est pas prouvé que ce soit apaisant. Il n'y a pas de preuve là. Bon, et puis sinon, vous avez encore une vraie question sur le temps. Hein. Ça reste et ça, je trouve, alors bon, mais parce que ça fait écho à la fois dans vos méthodes. Je disais, il n'y a pas de petits projets parce qu'en fait, voilà, le cahier d'intention, ce que devrait faire tout étudiant avant de commencer le moindre projet, c'est assez intéressant parce que la méthodologie, elle est là. Simplement, on voit bien que là, vous déroulez ça avec voilà, une très grande rigueur et vous allez jusqu'au bout et au fond des choses avec les enquêtes, les contre-enquêtes, la vérification, etc. Mais le fait est que là, alors pour le coup, cette espèce d'impossibilité, enfin, ou du moins de résistance de cette question-là, parce qu'on voit bien que c'est des temporalités qui sont, quand on a des troubles psychologiques, psychiatriques, c'est même à l'échelle de sa vie, des fois qu'on ne sait plus très bien où on est dans sa propre existence, mais que ça renvoie à des choses qu'on a pu vivre il y a un an ou un an et demi. Je me souviens de Bertrand qui m'appelait le dimanche des fois, ou c'est le contraire, tu te souviens pas de ça? Pendant le confinement, en me demandant, oui, une fois c'est arrivé. Je mens pas. Mais tu n'es pas le seul, puisque c'est arrivé à tout le monde, effectivement, d'être tellement décalé parce que les repères avaient disparu. On était désorientés et que c'est arrivé à tout le monde, à chacun d'entre nous, pendant cette période du confinement, de perdre effectivement ses repères. Et donc, on n'a pas trouvé. Donc, vous cherchez. Je pense que c'est un vrai sujet, mais qui peut intéresser plein de gens. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la porte, parce que la porte ouverte, en fait, vous avez trouvé. Enfin, moi, je trouve que c'est essentiel, quoi. Parce qu'il faut choisir. On est dans une période quand même un peu spéciale idéologiquement, je trouve, et il faut choisir entre soigner et surveiller, et punir, quoi. Enfin, et ne serait-ce que cette porte qui, par principe, c'est pas une théorie, reste ouverte dans votre projet, ça fait déjà l'essentiel de l'idée. Enfin, pour moi, c'était juste ça. Parce qu'en fait, la question est politique aussi, quoi. Ça, c'est fait. Bon, bah merci infiniment. Merci pour tout ça. Merci beaucoup. Très intime. Alors, on était quand même suivis sur YouTube, en direct. Et je pense qu'en tout cas, toute cette communication et sa richesse, de toute façon, serviront à nos étudiants, quoi qu'il arrive. Et c'est ça, voilà, ils n'y échapperont pas, mais en tout cas, ceux qui s'y intéressent et qui s'intéressent à ces questions-là, ils trouveront une très grande richesse dans le propos et dans la manière de le présenter. En tout cas, on vous remercie infiniment. Merci beaucoup.